présente Amandine Fouata, coordonnatrice pour les agences Voyage Synergia, soit Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Donc, merci d'être avec nous pour cette première soirée Webi Voyage de l'année 2022, aujourd'hui, le lundi 21 février. Donc, ce soir, on va parler de tourisme durable, de préservation de l'environnement, avec nos invités qui sont René Wilson de Prom Pérou, le bureau de tourisme du Pérou, et également Luc Guimand et Simon Tremblay de naturelab.world, avec lesquels nous collaborons depuis maintenant 3 ans. Donc, depuis quelques années, on le sait déjà, la préservation de l'environnement est au cœur de tous les débats et le sujet touche également notre belle industrie du voyage, du tourisme, qui est malheureusement l'une des industries les plus polluantes. Mais aujourd'hui, on a les moyens de voyager de manière plus respectueuse de l'environnement, plus respectueuse également des communautés locales, puisque on ne parle pas seulement d'environnement, on parle aussi des populations locales, grâce à différents projets, des outils qui vont nous permettre de limiter cet impact sur l'environnement. Donc, la présentation de ce soir va se dérouler en 2 temps. Donc, première partie, on va voir René Wilson de Prom Pérou qui va nous expliquer en quoi le Pérou est une destination de tourisme durable. Donc, on va avoir un petit aperçu général de la destination. Puis, en deuxième partie, on aura l'intervention de Luc et Simon de naturelab.world qui vont nous expliquer donc leur démarche, la démarche de l'entreprise, nous présenter leurs différents projets et nous parler également du fameux outil compensateur de CO2. Donc, pour les questions, on va avoir une petite période dédiée à la fin de la présentation de René. Et également une deuxième période de questions à la fin de la présentation de NatureLab. Donc sur ce, je passe le contrôle donc à Dominique qui va nous afficher la belle vidéo de Merci Amandine. Bonsoir René, Luc, Simon. Bonsoir à vous trois. Merci d'être là. Donc on va commencer avec une vidéo du Pérou. Donc je vais aller partager mon écran, ça ne sera pas long. Et ensuite, je vais aller vous partir la petite vidéo, le petit vidéo plutôt. C'est parti. Bientôt, tu pourras te rendre là où tu as voyagé seulement dans ton imaginaire. Le Pérou se prépare pour que tu te sentes en sécurité, en confiance, protégé. Depuis des années, nous transformons la distance en art, avec le plus grand soin du détail, car nous savons que chaque effort en vaut la peine. Nous avons appris à construire des ponts pour nous sentir plus proches, en unissant nos chemins, peu importe à quel point nous sommes éloignés. Prends un souffle et profite d'un pays qui vit en harmonie avec la nature et l'univers depuis plus de 5000 ans. Désormais, tout ce qui nous rend plus grands nous permettra de t'accueillir à nouveau. Et nous nous préparons pour que ce moment soit spécial. Dominique, on n'entend pas, ton micro est coupé, je pense. Oui, ça se peut parce que, est-ce que vous m'entendez là? Oui. J'ai transféré le contrôle à René. Simon et Luc, on vous retrouve à la période pour NatureLab, donc après la période de questions avec René. Parfait. Plus tard. Excellent, René, merci. Super. Alors, on y va. Je vais juste attraper la souris qui se promène un peu. C'est ce qui arrive quand on travaille avec 2 écrans. Bon. Excusez ce contretemps. Bon, voilà. Ça y est, on y va. Le Pérou, une destination de tourisme durable. En fait, la définition du tourisme durable, selon l'Organisation mondiale du tourisme, on dit que c'est un tourisme qui tient compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de l'environnement et évidemment aussi des communautés d'accueil. Le tourisme durable, c'est aussi de vivre des expériences culturelles authentiques qui sont en harmonie avec la nature.
On parle aussi d'écotourisme et des fois on peut mélanger un peu les deux. En fait, l'écotourisme fait surtout référence aux espaces naturels, alors que le tourisme durable et responsable sont des concepts beaucoup plus larges. Donc, l'écotourisme, en fait, ça fait partie du tourisme responsable. L'écotourisme, c'est de voyager de manière responsable dans des sites naturels tout en préservant l'environnement et puis le bien-être des populations. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que les habitants du Pérou ont toujours eu un grand respect pour la nature. On le voyait dans la vidéo tout à l'heure, ça fait plus de 5000 ans qu'ils vivent déjà en harmonie avec la nature. Et puis, leurs croyances sont fortement ancrées dans leur religion, leur culture et aussi leur vision du monde, particulièrement dans les Andes, où ces croyances datent de plusieurs siècles, je dirais même de millénaires. Même aujourd'hui, avec la globalisation, les traditions se perpétuent. On vénérait la Pachamama, c'est-à-dire la terre-mère, à l'époque des Incas, et on la vénère encore aujourd'hui. Une offrande à la terre-mère est un des plus vieux rituels sacrés au Pérou, et c'est exactement ce qu'on voit sur l'image ici. Et c'est ce qu'on peut vivre en fait d'expérience lorsqu'on va au Pérou, justement, de pouvoir faire une offrande à la terre-mère et d'y faire attention au Pérou et ailleurs. Alors, pourquoi le Pérou est une destination de tourisme durable? Bien, ça fait déjà longtemps que le tourisme s'est engagé vers un tourisme durable. Il y a des efforts qui sont faits pour protéger les ressources naturelles, culturelles, tout en favorisant le développement économique des populations dans les coins les plus reculés du pays. Il y a près de 18% du territoire qui est protégé. Il y a environ 250 aires protégées et de conservation à travers le pays, que ce soit des terres publiques ou des terres privées. Le Pérou possède aussi 84 des 103 écosystèmes existants sur la planète. Il faut les protéger, mais ça veut dire que déjà au niveau nature, le Pérou a énormément à offrir. Et 28 des 32 zones climatiques qu'on retrouve sur la planète, on les retrouve au Pérou. Donc, 28 sur 32, c'est déjà pas mal. Donc, à cause de cela, c'est un des pays avec la plus grande biodiversité au monde. Donc, évidemment, je ne vous donnerai pas des chiffres parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de chiffres, ça devient presque astronomique, mais il y a des milliers et des milliers d'espèces de plantes, d'animaux, de reptiles, d'oiseaux, d'insectes, de papillons, de poissons, de mammifères terrestres et marins de toutes sortes. Donc, à ce niveau-là, le Pérou, c'est un pays qui a énormément de richesses. Puis sur la photo ici, on voit d'ailleurs le parc national Manu, qui en est un très bel exemple. C'est ce qu'on voit aussi des fois avant d'atterrir en avion, on voit cette grande forêt verte. C'est très, très impressionnant. Une des raisons, une raison pour laquelle on peut qualifier le Pérou de destination durable, c'est que 9 des 100 destinations les plus durables au monde se trouvent au Pérou. La liste de 2021 de ces destinations durables a été dévoilée justement récemment par un organisme qui s'appelle Green Destinations. Green Destinations, c'est une organisation mondiale qui soutient le développement et la reconnaissance des destinations durables. Donc, ils doivent soumettre leur candidature, ils doivent répondre à plusieurs critères. Donc, cette liste représente les destinations touristiques les plus respectueuses de l'environnement et des populations, évidemment, parce qu'on parle de tourisme durable. Je vais pas mentionner toutes les destinations, mais vous en avez quelques-unes déjà sur la diapo ici. Je vais parler de certaines d'entre elles au cours de ma présentation. D'ailleurs, je vais vous parler de la réserve nationale de Tambopata, la réserve nationale Pacaya Samiria, le fameux lac Titicaca, le canyon de Colca. Donc, c'est parmi les endroits dont je vais vous parler dans ma présentation aujourd'hui. Mais avant tout, il y en a qui ne connaissent pas le Pérou, donc je vais quand même vous donner un aperçu géographique. Le Pérou, c'est le troisième plus grand pays d'Amérique du Sud.
Le pays est divisé en 3 principales régions. On a la côte, le long du Pacifique, donc c'est la partie qui est en jaune. C'est la partie la plus populeuse du pays. À peu près le tiers de la population qui habite le long de la côte, qui est relativement aride. Il y a la région montagneuse qui est dominée par la cordillère des Andes et il y a la forêt amazonienne qui représente 60% du territoire. Donc, évidemment, c'est une grosse portion du territoire, là, la partie en vert. Et puis, la forêt amazonienne, c'est vraiment la plus riche et la plus variée des forêts tropicales. C'est une grande réserve naturelle de la planète. Et au niveau des distances, lorsqu'on va du nord au sud du Pérou, si on longeait la côte, la partie jaune du nord au sud, le long de la route panaméricaine, c'est à peu près la même distance entre Montréal et Miami. Et puis, au niveau des saisons, les saisons sont à l'envers des nôtres. Ils sont dans l'hémisphère sud. Donc, quand c'est l'hiver pour nous, c'est l'été là-bas. Et au niveau des températures, des fois, les gens peuvent se demander comment s'habille-t-on pour aller au Pérou? C'est très diversifié comme climat. Si on est sur la côte, entre l'été et l'hiver, ça peut varier entre 20 et 30 degrés Celsius. Mais si on va en montagne, on a des pics enneigés. Donc, c'est sûr qu'on va probablement aller en montagne parce que la plupart des gens qui vont au Pérou, s'ils sont jamais allés, veulent aller à Machu Picchu et on est quand même en altitude et c'est frais. Donc, faut vraiment s'habiller en pelure d'oignon. Parce que si on va dans la forêt amazonienne, là-bas, il fait toujours chaud et humide, donc ça prend des vêtements légers. Donc, il faut apporter un petit peu de tout finalement. On va commencer par la porte d'entrée, en fait, Lima, qui est la capitale du pays, qui est sur la côte du Pacifique. Et puis, c'est une ville moderne qui a aussi un magnifique centre historique avec l'architecture coloniale, avec une quantité de musées. Donc, il y a énormément de choses qu'on peut voir et faire à Lima. Ce qu'il y a de particulier à Lima, c'est que c'est la capitale gastronomique des Amériques. En fait, ça fait 9 années consécutives que le Pérou gagne le prix de la meilleure destination gastronomique au monde au World Travel Awards. Ce sont des prix qui sont donnés à chaque année au World Travel Awards. Alors, c'est des prix prestigieux. Et puis, la raison de sa renommée, c'est pas mal sa topographie. C'est pour ça que je vous montrais la carte tout à l'heure. Avec la quantité d'écosystèmes, ça veut dire qu'on a énormément de biodiversité. Puis d'ailleurs, juste pour vous donner une idée, on a plus de 3000 variétés de pommes de terre. Donc, on a du choix quand on va dans les marchés là-bas. Et puis, ce qu'il y a de particulier, à cause du mélange des cultures, de la culture andine, la culture européenne et la culture asiatique, on a vraiment une cuisine fusion avec les éléments de produits qu'on retrouve dans le pays. Il y a des chefs du monde entier qui se sont intéressés au Pérou justement à cause de la variété et de la qualité des produits qu'on y retrouve. Il y a énormément d'écoles de cuisine. Donc, on peut faire des circuits culinaires à Lima, mais on peut faire des circuits culinaires dans toutes les régions du Pérou parce que chaque région ont leur spécialité. Et puis, il y a 2 des 50 meilleurs restaurants au monde qui se situent à Lima. Il y a un restaurant qui s'appelle Central et Maido. Puis, peut-être vous allez vous demander pourquoi je vous parle de gastronomie quand aujourd'hui je vous parle de développement durable. C'est que justement, il y a tellement de produits. Les produits viennent pas d'ailleurs. Les produits viennent du Pérou parce qu'ils en ont une panoplie. C'est vraiment ça qui est extraordinaire. Donc, je vous disais qu'il y a plusieurs grands chefs au Pérou. Il y a un chef péruvien primé qui s'appelle Pedro Miguel Chiafino, qu'on l'appelle aussi le chef de la jungle. Son surnom, c'est le Jungle Chef. En fait, lui, c'est un écologiste, c'est un chercheur et c'est le premier chef à avoir mis de l'avant la cuisine amazonienne. C'est vraiment un ambassadeur de cette immense biodiversité. Il y a 2 restaurants à Lima, un restaurant qui s'appelle Hamas et un autre qui s'appelle Malabar. Et il utilise près d'une centaine de produits qui proviennent presque exclusivement d'Amazonie et de 20 communautés amazoniennes. Donc, ils encouragent en même temps
ils voient l'importance de supporter les fermes et les communautés locales. Ça contribue évidemment à leur bien-être, à leur fierté vis-à-vis de leur culture. Ça permet aussi de garder vivant leur mode de cuisine, leur méthode agricole traditionnelle, leur façon de cuisiner avec certains ustensiles qu'on n'utilisait plus aujourd'hui, mais qui s'utilisaient jadis, il y a déjà plusieurs siècles. Et puis, ben, ça donne la chance aux visiteurs d'avoir une expérience beaucoup plus authentique. Et puis, d'ailleurs, les clients qui, par exemple, vont faire une croisière en Amazonie avec la compagnie Aqua Expeditions, ben, c'est une compagnie de croisière boutique, mais le chef, justement, ce chef-ci en particulier, fait le menu sur ce bateau de croisière. Donc, ça met encore de l'avant la culture. Maintenant, on va changer de région. On s'en va dans la cordillère des Andes, un peu plus au sud de Lima. On est à Arequipa. Arequipa, en fait, c'est la deuxième ville du Pérou en termes de population. On l'appelle aussi la ville blanche parce que la construction de ces bâtiments sont faits de pierres volcaniques blanches. La ville est entourée de volcans. On voit le volcan sur l'image qui est présentée ici. La ville jouit d'un héritage colonial vraiment hors de l'ordinaire. Elle est sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a quelques 500 belles demeures qui sont parfaitement conservées dans son centre. Mais je vous parle d'Arequipa parce que pour aller au canyon de Colca, normalement, Arequipa, c'est la porte d'entrée. Pour aller au canyon du Colca, qui est à peu près à 3 heures de route d'Arequipa, on passe par une réserve nationale, la réserve nationale d'Aguada Blanca, et c'est l'habitat naturel des vigognes où elles sont protégées. Donc, on fait des efforts pour protéger cet animal qui était en voie, qui aurait pu être en péril autrement. La vigogne, c'est un animal sauvage, mais de la même famille que le lama et l'alpaga, qui, eux, en fait, sont domestiqués. Le canyon de Colca s'étend sur 100 km de long et 2 fois plus profond que le Grand Canyon. Et puis, c'est un endroit par excellence pour observer le condor, l'oiseau emblématique des Andes. Maintenant aussi, dans le canyon de Colca, dans le secteur, on retrouve des sources thermales où on peut aller se baigner dans les eaux chaudes face aux montagnes verdoyantes couronnées de neige éternelle. Donc, ça peut vous donner une idée du climat dans lequel on est là-bas et le type d'expérience qu'on peut vivre, d'être dans un endroit aussi naturel et authentique en même temps. Et maintenant, Colca, ben je veux vous parler d'un petit village. Il y a un village qui est situé juste au début du canyon de Colca, qui est situé à 3800 mètres d'altitude. C'est un petit village andin qui s'appelle Cibayo, qui est surnommé le village de pierre parce qu'il y a plusieurs routes qui y mènent et les maisons sont faites de pierre, des pierres qu'on utilisait à l'époque des Incas pour construire ces routes. Dans le village, ils ont développé un programme de tourisme rural et de tourisme communautaire. On offre des séjours chez l'habitant. Et puis, ces séjours ont un impact important sur la vie des familles du village. D'ailleurs, ça a grandement amélioré leur qualité de vie. Ça a permis évidemment de conserver leur culture et puis leur tradition qui étaient vraiment sur le point de perdre. Donc, maintenant, au lieu d'utiliser du ciment pour construire leur maison, ils ont décidé d'utiliser les méthodes traditionnelles. Les femmes se sont remises à tisser puis à porter des vêtements traditionnels aussi qui sont faits à la main. Donc, c'est vraiment un bel exemple de tourisme durable. Ils peuvent garder leur tradition et puis en même temps, pouvoir avoir une meilleure qualité de vie. Je vous emmène maintenant dans une autre région. On s'en va à Puno. On est aussi en altitude, 3800 mètres d'altitude dans le sud-est du Pérou. La ville de Puno est nichée sur les rives du lac Titicaca, qui est le lac navigable situé à la plus haute altitude au monde. Donc, sur le lac Titicaca, il y a des îles flottantes où habitent les huros. Les îles sont faites de roseaux
Et puis, ce sont à peu près 80 grands radeaux où vivent de 4 à 5 familles. Donc, c'est des îles qui sont faites de main d'homme. Ces îles font partie de la réserve nationale Titicaca, qui a pour but la préservation des écosystèmes du lac. La réserve est sur la liste des milieux humides importants au niveau international, spécialement pour certaines espèces d'oiseaux aquatiques qui sont endémiques à la région. Donc, c'est une façon de pouvoir les protéger. Et les familles Huros récoltent le roseau, ce qu'on appelle le totora, et puis ils le font sécher. Ils en font des îles, des maisons, des meubles, des embarcations, comme on voit sur l'image, et évidemment de l'artisanat. Ils organisent des excursions d'observation de la faune. Ils font des démonstrations de pêche, de cuisine traditionnelle. En même temps, ils protègent les lits de roseaux qui servent de frayère pour les différentes espèces de poissons et s'empêchent l'érosion des berges. Donc, le tourisme, d'une certaine façon, aide au développement économique de la région, aide aussi à faire en sorte qu'eux puissent continuer à protéger l'environnement du lac Titicaca. Et puis, ça leur permet aussi de continuer à perpétuer les traditions qui datent vraiment depuis des millénaires. Donc, d'ailleurs, la communauté gère des maisons d'hébergement et puis ça donne l'occasion aux visiteurs d'avoir un contact beaucoup plus direct avec la culture locale. Toujours sur le lac Titicaca, il y a une île. Celle-ci, c'est une vraie île, c'est l'île de Taquilé. C'est une île vallonnée en plein milieu du lac. C'est un endroit où le temps semble s'être arrêté. L'île est reconnue pour son art textile qui est inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. D'ailleurs, la tradition remonte aux civilisations anciennes. Le tissage est fait à la main ou sur des métiers de l'époque préhispanique. Il y a même une école sur l'île afin de perpétuer la tradition. Puis évidemment, ici aussi, le tourisme a contribué au développement de la communauté. Ça leur permet de partager leurs expériences et de conserver leurs coutumes. Et puis, les habitants ont développé l'écotourisme, ils ont développé le tourisme mystique, l'agrotourisme et aussi le tourisme d'aventure. Donc, on peut aller sur l'île de Taquilé, puis il y a plusieurs choses qu'on peut faire tout en aidant à la communauté locale. On change de secteur, on s'en va dans le sud de l'Amazonie, à Puerto Maldonado, qui est situé dans le département de Madre de Dios. C'est là où se trouve la réserve nationale de Tambopata. C'est une immense forêt tropicale sur le bord de la rivière Madre de Dios. Encore là, une grande biodiversité avec quantité d'espèces d'oiseaux, de mammifères, de papillons, de poissons. Et puis, dans la région, habite un groupe autochtone qui s'appelle les Ese-Era. Ils y sont depuis des générations, des siècles même, puis connaissent pas mal tous les recoins de la réserve naturelle. Ils travaillent de concert avec des compagnies privées afin d'offrir différentes activités écotouristiques, d'offrir de l'hébergement, des excursions. Puis d'ailleurs, il y a un projet de coopération entre la communauté et l'entreprise qui s'appelle Incaterra afin d'offrir un produit qui bénéficie à la population locale, qui assure la conservation de cette région avec autant de richesses naturelles, spécialement parce que c'est quand même une région qui est menacée par l'exploitation minière illégale. Donc, ils sont là un peu comme gardiens de parc en même temps. Et puis, ils peuvent vivre du tourisme en conservant l'environnement. Incaterra est une chaîne hôtelière péruvienne qui a été fondée en 1975. L'organisme de certification qui s'appelle Green Initiative, qui est reconnu par l'ONU, a désigné Incaterra comme la première chaîne hôtelière climatiquement positive au monde. Ce que ça veut dire, c'est que Incaterra s'engage à réduire ses émissions de gaz à effet de serre pour atteindre 0 émission dès que possible, mais évidemment avant 2050, selon l'accord de Paris.
la recherche scientifique, la conservation de la biodiversité et le développement durable est vraiment au cœur de leur modèle d'affaires depuis le tout début. Ils ont 2 gîtes touristiques qui sont adjacents à la réserve nationale Tambopata et ils ont acheté un immense terrain juste à côté de la réserve pour créer une autre réserve écologique. On y fait la recherche scientifique depuis très longtemps. On participe à l'éducation de la population locale. Ils ont fait des inventaires de la faune et de la flore et il y a aussi un centre de recherche. Le centre de recherche accueille les scientifiques, accueille les étudiants, mais accueille aussi les voyageurs qui veulent participer dans certains projets de conservation, qui veulent étudier les différents types de plantes, faire de la surveillance et faire du relevé des espèces, que ce soit les oiseaux, que ce soit pour étudier le comportement des mammifères comme le jaguar, le sloth, le tatou géant, j'en passe parce qu'évidemment, il y en a énormément. Évidemment, eux, ils encouragent les voyages neutres en carbone et on va vous en parler tout à l'heure justement. Ils considèrent, et quand je dis ils, je parle de l'entreprise Incaterra, que l'environnement et les cultures vivantes du Pérou sont leurs ressources les plus précieuses. Et puis, ils ont également des hôtels dans d'autres régions du Pérou. Donc, Incaterra, c'est un nom que vous allez entendre à quelques reprises au Pérou si vous le vendez ou si vous y allez en tant que voyageur. Il y a une autre entreprise, celle-ci qui s'appelle Rainforest Expeditions. C'est une autre entreprise péruvienne d'écotourisme qui a gagné de multiples prix au World Travel Awards pour leur gestion au niveau du tourisme responsable et durable en Amérique du Sud. Ils gèrent 3 gîtes écotouristiques dans le secteur de la réserve Tambopata, une qui s'appelle Posada Amazonas, qui appartient à la communauté autochtone dont je vous parlais tout à l'heure, les Ese-Era, qui sont des véritables gardiens de la forêt amazonienne. Et d'ailleurs, la majorité des profits vont à la communauté Ese-Era. Il y en a un autre qui s'appelle comme refuge Refugio Amazonas, qui est un gîte et une réserve privée. Les clients peuvent accompagner à l'occasion des scientifiques qui vont aller installer des caméras, par exemple, dans la forêt pour évaluer les populations de mammifères. Et il y a un centre de recherche qui est le centre de recherche Tambopata, qui est directement dans la réserve naturelle, la réserve nationale, c'est-à-dire de Tambopata. Et c'est un de ces gîtes les plus reculés de la forêt amazonienne. Donc, c'est un centre de recherche, mais c'est aussi un gîte. Et il y a des passerelles suspendues pour observer la faune et la flore de plus près. Et c'est vraiment un site enchanteur pour les gens qui aiment la nature. D'ailleurs, on y retrouve deux importantes falaises d'argile qu'on voit sur l'image ici, où on peut justement observer des centaines d'aras et de différents types de perroquets qui viennent s'y nourrir. On change de région, on s'en va à Cusco. Cusco, c'est la plus importante destination touristique du Pérou. On est à 1h30 de vol de Lima et à peu près à 1 heure de vol de Madre de Dios. Il y a beaucoup de gens qui vont combiner les deux. Ils veulent aller voir Machu Picchu, donc ils vont aller à Cusco, mais ils veulent aller en Amazonie, puis Madre de Dios est quand même assez près. Lorsqu'on prend l'avion de Madre de Dios, on survole cette immensité verte avec les rivières brunes qui sillonnent. Mais plus on monte, on arrive, on est au-dessus des glaciers avant d'atterrir à Cusco. En dedans d'1 heure, le contraste est vraiment très, très frappant. Et puis Cusco, c'est sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Nombre de sites au Pérou le sont, mais c'était aussi le siège de l'Empire Inca, donc c'est une ville très importante, c'est une ville d'édifices monumentaux Inca, il y en a dans tous les recoins de la ville. Puis Cusco a été témoin de l'arrivée des Espagnols, donc évidemment, on retrouve l'architecture coloniale typique de cette époque. Donc, je vous parle évidemment de Cusco parce que c'est la porte d'entrée pour aller à Machu Picchu. On accède à Machu Picchu par la vallée sacrée qui s'étend des 2 côtés de la rivière Urubamba. Quand vous regardez sur la carte, la petite ligne bleue, en fait, c'est la route qu'on prendrait en bus d'excursion.
pour aller visiter la vallée sacrée. Et lorsqu'on arrive au bout à Ollantaytambo, puis là, je vais essayer de prendre mon curseur, à partir d'Ollantaytambo, il y a plus de route. Donc, pour se rendre au pied du Machu Picchu, qui est dans le village Machu Picchu Pueblo, ou bien ça porte aussi le nom d'Aguascalientes, bien ça, cette partie-ci, on doit la faire en train. Ou on peut prendre le train à Cusco, puis s'en aller en ligne droite. Le train part de Cusco, passe par Ollanta et arrive à Aguascalientes. Donc, voici comment on se rend à Machu Picchu. Machu Picchu, en fait, ça veut dire le vieux pic en langue quechua. C'est un autre site du patrimoine mondial de l'UNESCO. La magnifique citadelle Inca a été découverte par l'explorateur américain Hiram Bingham en 1911. Donc, ça fait pas si longtemps, là, ça fait un petit peu plus de 110 ans, mais ça a été quand même construit autour de 1450. C'est aussi la première merveille du monde moderne qui est engagée dans la carboneutralité. Il y a une collaboration avec l'organisme de certification Green Initiative afin que Machu Picchu réduise ses émissions de carbone de 45% d'ici 2030 pour atteindre zéro émission en 2050. D'ailleurs, sur place, il traite les déchets de plastique et organiques et tout ce qui est déchets organiques, en fait, servent d'engrais naturels et ce qui va aider justement au reboisement de la forêt de nuages. Il y a quand même beaucoup de gens qui vont à Machu Picchu Pueblo et on compte planter 1 million d'espèces d'arbres endémiques justement pour restaurer la biodiversité. Et puis, lorsqu'on va à Machu Picchu pour faire en sorte que le site puisse qui puisse servir aux générations futures, ben on a plus de règles qui ont été établies dans les dernières années justement pour protéger le site archéologique, limiter le nombre d'entrées par jour, par heure, justement pour qu'on puisse profiter de sa visite, mais qu'il y ait un certain contrôle et puis que les gens n'ont pas le droit d'aller piétiner partout où ils veulent. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Quand on a un site aussi connu mondialement, on veut le protéger pour des années et des décennies pour que les autres puissent en profiter aussi. Maintenant, on s'en va dans une autre région. On est toujours en Amazonie, mais on est dans le nord de l'Amazonie. C'est Loreto, c'est le plus grand département du Pérou. On y retrouve une végétation très dense. Et la capitale, c'est Iquitos. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la ville d'Iquitos. C'est la principale ville portuaire sur le fleuve Amazon, ce qui est le plus important de la planète. Et puis, on peut y accéder seulement par avion ou par voie fluviale. Dans la région de Loreto se trouve l'importante réserve nationale Pacaya Samiria. C'est une des plus grandes zones protégées du Pérou. C'est aussi à l'endroit où 2 rivières importantes se joignent pour former le fleuve Amazon. Évidemment, encore là, la réserve contient une biodiversité vraiment des plus riches de la planète. Elle abrite une importante variété d'espèces, que ce soit de faune ou de flore, dont le dauphin rose qu'on voit sur l'image ici. C'est un dauphin d'eau douce. On va voir des lamantins, des reptiles, des singes, variétés de mammifères et d'oiseaux. La plupart des habitants de la réserve vivent de la pêche et de l'agriculture. Ils utilisent encore des pratiques ancestrales et aujourd'hui, plusieurs d'entre eux travaillent sur des projets de conservation qui ont été conçus de façon à ce que les communautés fluviales puissent avoir une source de revenus durable. Donc, le tourisme à l'intérieur de la réserve est très réglementé et pour visiter, on doit être accompagné d'un guide ou d'une agence réceptive qui est inscrite auprès du gouvernement. Donc, on fait des efforts pas mal partout pour faire en sorte qu'on puisse conserver des trésors de la nature qu'on retrouve au Pérou. Je pourrais vous en parler encore plus longuement.
Mais ce que je peux vous dire, pour les agents de voyage, on a un programme de spécialistes. Vous allez sur le site qui s'appelle peruagent.com. Vous allez y trouver des bulletins de nouvelles à tous les mois sur différents thèmes. Ça peut être le tourisme culturel, le tourisme d'aventure et le tourisme durable aussi. Il y a des mises à jour. Évidemment, vous avez accès à des brochures, des cartes, des présentations PowerPoint, des webinaires, des images et des vidéos. Et pour les consommateurs, parce qu'on a peut-être des consommateurs qui écoutent aujourd'hui, le site officiel, c'est peru.travel. Puis là aussi, vous allez trouver une panoplie d'informations sur le Pérou. Donc, je vous ai parlé de certains endroits où est-ce qu'on sait qu'ils font déjà des efforts pour le tourisme durable. J'aurais pu vous parler de plusieurs endroits, mais j'ai voulu limiter quand même notre présentation à des endroits qui sont assez marqués. Mais en termes d'hôtels, il y a aussi plusieurs hôtels qu'on retrouve à travers le Pérou qui font des efforts marqués pour justement faire des efforts envers le tourisme durable. Donc, voilà, si vous avez des questions, je suis prête à prendre vos questions. Et je laisse Amandine reprendre le contrôle. Oui, merci beaucoup René, merci. Alors, donc c'est le moment, posez vos questions, profitez-en d'avoir René, qu'on ait René avec nous ce soir pour lui poser toutes vos questions. Donc merci René pour la présentation, c'était superbe. Merci beaucoup. Alors, je vais juste vérifier. Pour le moment, j'ai pas de questions qui arrivent. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez l'outil de chat à votre disposition pour pouvoir poser vos questions. Pour le moment, j'ai personne, René, donc je pense que tu as été très clair. Donc, ok, j'ai une question de Sylvie. J'imagine, Amandine, oui. j'imagine que la question de Sylvie entend à la fin un électrique. Vas-y avec la question. C'est ça, Sylvie nous demande, est-ce que c'est possible de se déplacer en voiture, de visiter, de faire des visites en voiture? Donc, en voiture électrique. Il n'y a pas encore beaucoup de voitures électriques au Pérou lorsqu'on parle de location de voitures. Je veux dire, il y en a, ça commence ici, donc là-bas, c'est encore un petit peu, ça prend encore un certain temps. Il n'y en a pas beaucoup, mais il reste que je pense souvent la meilleure façon de voyager, c'est voyager en bus, c'est pas voyager solo. Donc, quand on prend des circuits accompagnés, d'avoir un certain nombre de personnes dans un bus au niveau de l'empreinte carbone qui est divisée par personne est beaucoup moins élevée que si on décide de voyager solo. Donc, pour être écolo, moi, je dirais, prenez des circuits. Il y a des agences réceptives qui existent. Il y en a que ça fait 60 ans qu'ils font ça. Ce sont des experts de ce qu'ils font. Ils savent exactement combien ça prend de se rendre du point A au point B. Il y a certains endroits au Pérou qui sont, si on a juste 2 semaines, c'est pas accessible en voiture. Faut y aller en avion. Il faut avoir quelqu'un qui nous amène sur les sites. Donc, généralement, un circuit en bus avec des vols entre les villes importantes, c'est probablement la meilleure façon de se déplacer, selon le temps qu'on a, évidemment. OK, merci beaucoup, René. Merci, Sylvie, pour la question. Sinon, ce sera à cheval, Sylvie, comme ça, 0 empreinte carbone, au moins, on est sûr. Mais Amandine, j'y allais, je vois le commentaire de Richard Kelly, donc qui dit que c'est une super présentation et l'une de ses destinations futures. Mais je sais qu'on a un réceptif à destination qui offre des circuits à vélo. Donc, ça, c'est encore mieux. C'est vrai. C'est une belle possibilité. La meilleure chose, c'est le slow travel. On décide de visiter un endroit, puis on y reste plus que juste une journée quand on peut se le permettre de découvrir, de prendre son temps, de connaître les gens, de connaître la gastronomie de la région, en fait, aussi. Quand on essaie de trop voir de choses, ben notre empreinte carbone augmente et puis on laisse moins
on aide peut-être moins les communautés à ce moment-là. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci Richard aussi pour ton intervention. On a Gilliane qui nous demande quelle est la meilleure période pour visiter Lima? Lima, le climat est relativement tempéré. Là, ça peut osciller entre 20 et 30 degrés selon si c'est l'été ou l'hiver, si c'est en matinée ou en plein milieu de la journée. Lima, c'est vraiment une ville où on peut y aller tous les jours de l'année. Il n'y a pas vraiment de saison. Il y a une chose, c'est quand on parle de saison, si on veut parler de saison touristique, pour les agents, c'est important de savoir que la haute saison au Pérou, c'est le mois de juillet ou ce qu'on appelle le pic en général, où est-ce que la demande est la plus forte. Mais si on va à Lima, on y va n'importe quand pendant l'année. Et puis, des fois, les gens veulent y aller quand c'est moins achalandé. Donc, en dehors des périodes de pointe, ça peut être idéal, justement. Parfait. Je vois que le temps avance, mais il n'y a pas d'autres questions, Amandine. Mais je voulais juste dire, Simon, Luc, prenez le temps que vous aurez besoin pour votre présentation, même si on dépassait un peu, c'est pas grave. Parfait. Effectivement, pas d'autres questions. Donc, on peut passer à la petite vidéo Nature Lab. Parfait. Merci beaucoup, René. Merci, René. Plaisir. On se revoit à la fin si jamais il y en a qui avaient d'autres questions pour René pour la fin de la présentation. Je vais aller partir la vidéo qui a été préparée par naturelab.world. Donc, après la vidéo, on va avoir la présentation de Simon Tremblay et Luc Guimond de naturelab.world. Saviez-vous que vous pouvez agir sur le climat en compensant vos émissions de carbone? Pour faire une vraie différence, nous devons prendre conscience de l'impact de nos actions et prendre des mesures pour réduire notre empreinte carbone. Voici naturelab.world, une entreprise de services environnementaux qui propose la compensation des émissions de carbone aux particuliers et aux entreprises avec une vision renouvelée. Vous conduisez, voyagez, achetez des marques internationales, consommez de l'énergie. Et tout cela a un impact sur notre environnement. Et si je vous disais qu'avec naturelab.world, vous pouvez mesurer cet impact et le transformer en quelque chose de positif en neutralisant vos émissions et en générant d'autres avantages environnementaux et sociaux? Une fois votre empreinte calculée avec notre outil en ligne, vous pouvez acheter des crédits carbone certifiés d'un projet à l'international. Chaque crédit compense 1 tonne de CO2, mais cela ne s'arrête pas là. Pour chaque tonne de CO2 compensée, naturelab.world assure également la plantation de 4 arbres dans son programme de foresterie au Québec. Avec le temps, ces 4 arbres captureront environ 1 tonne supplémentaire de CO2 tout en générant plusieurs co-bénéfices, tels que la régénération des écosystèmes, la protection de la biodiversité et la valorisation de la foresterie urbaine. Naturelab.world réinvestit une partie des revenus pour appuyer de nouveaux projets de carbone à travers le monde. En plus de prendre d'autres actions environnementales et mesures de sensibilisation, tout cela dans un cycle visant à maximiser les avantages écologiques. Nos projets de crédit carbone certifiés soutiennent les objectifs de développement communautaire dans le monde entier, conformément aux objectifs de développement durable de l'ONU. D'ailleurs, la combinaison de crédit et de foresterie de naturelab.world nous permet d'agir immédiatement et sur une période prolongée lorsque les arbres poussent. La combinaison entre les crédits de carbone et la foresterie permet de compenser en réalité plus d'1 tonne de CO2 à chaque fois. Avec la perte de biodiversité et les changements climatiques rapides, nous devons tous aider notre planète en compensant notre empreinte carbone. Visitez www.naturelab.world dès aujourd'hui et agissez pour un avenir durable. Simon, je vais te transférer le contrôle de l'écran. Donc, tu vas pouvoir mettre ta présentation. Je pense que la vidéo est quand même assez claire. Hein? C'est simple, facile à comprendre. Oui, effectivement. On comprend tout de suite c'est pour ça qu'on l'avait développé, dans le fond, faire une vidéo de type un peu explainer, parce qu'il y a beaucoup de concepts dans le modèle de Naturelab
qui sont connus, des fois moins compris. Mais c'est ça. Malgré la vidéo explicative, on va vraiment prendre le temps de survoler quelques concepts pour vous montrer, dans le fond, les solutions qui s'offrent à vous pour à la fois réduire l'empreinte et compenser l'empreinte carbone des voyages. Et à la fin, j'imagine, Simon, vous allez faire un exercice live sur le web, sur le site de voyageaquaterra.com. Oui, exactement. Donc, regarde le plan de la présentation ici. On te laisse toute la place. Bonne présentation. OK, merci, génial. Vas-y, c'est bon. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, comme je vous disais, on va commencer par présenter quelques concepts. Donc, s'assurer que tout le monde est à jour sur ces concepts-là, qui sont vraiment comme la base pour comprendre comment on peut agir face à son empreinte carbone quand on voyage. Donc, on va parler d'empreinte écologique ou d'empreinte carbone, faire la différence entre les deux. Ensuite, on va survoler le concept d'écotourisme ou de voyage durable. Qu'est-ce que ça a en lien avec l'empreinte carbone? Puis après ça, on va faire la différence entre compensation et réduction des voyages. Tout ça, ça va nous amener vers effectivement les solutions en fait plus concrètes pour vraiment compenser son voyage. Donc, on va présenter le calculateur, qui est un outil qui a été développé en partenariat entre NaturLab et Voyage Synergia et qui se retrouve sur les deux sites web. Ensuite, on va expliquer un peu le concept de crédit de carbone. Donc, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? On va parler effectivement du modèle de compensation de NaturLab et pourquoi c'est vraiment un modèle, selon moi, même le plus avantageux au niveau de l'environnement, des retombées. On va présenter en fait un projet aussi de crédit de carbone qui est supporté par NaturLab, un projet du Pérou pour rester dans la thématique de ce soir. On va retourner dans la région des Madres et des Dios. Et on va terminer en parlant vraiment de notre avantage, qui est le programme de foresterie au Québec qui vient comme clore la solution environnementale qu'on propose. Puis, comme Dominique l'a mentionné, on va faire quelques démonstrations avec le calculateur, toujours dans l'idée du Pérou. Donc, en route vers le concept de compensation. On commence avec l'empreinte écologique et l'empreinte carbone. Donc, ça, c'est deux concepts que je suis sûr que tout le monde a déjà entendu parler. Mais est-ce qu'on connaît vraiment leur définition? Donc, l'empreinte écologique, c'est simple, c'est un concept plus général qui est en fait la mesure de son impact individuel sur l'environnement. Mais ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Hein. Dans le fond, l'empreinte écologique d'une personne, ça va être autant ses déplacements en voiture, l'énergie qu'elle utilise pour sa maison, ses choix de consommation, hein, parce que c'est sûr que si on achète des marques ou des produits qui ont été fabriqués en Chine, ça a un certain impact de ramener ça ici pour pouvoir le consommer. Un peu dans la même logique que René a illustré avec les restaurants qui s'approvisionnent localement. Donc ça fait une grosse différence. Donc ça, c'est l'empreinte écologique, mais ça a beaucoup de composantes, l'empreinte écologique. Et donc, c'est pour ça qu'on tend vers le concept d'empreinte carbone, qui est dans le fond l'idée de tout mettre sur la même base, qui est du CO2. Donc, c'est une équivalence qui est mesurée au poids, donc qui est exprimée en kilogrammes ou en tonnes de CO2 et qui nous donne vraiment l'impact qu'on a sur l'environnement sous une même base. À quoi ça sert, ça? Ben, c'est simple, c'est un indicateur pour avoir une prise de conscience. Donc, c'est assez abstrait comme concept de réaliser l'impact que ces déplacements en voiture, mettons 20 000 km par année, peuvent avoir. Mais en le chiffrant comme ça, ben là, on a une meilleure perspective, si on veut, pour prendre conscience de l'impact que ça a, mais aussi pour prendre action et vraiment venir niveler ou neutraliser cet effet-là. Donc, à titre d'exemple, la moyenne nord-américaine est de 16 à 17 tonnes par année par personne en CO2. Puis c'est sûr que ça, c'est une moyenne nord-américaine. Au Québec, on est chanceux avec l'hydroélectricité et l'énergie renouvelable. On a une empreinte qui se situe plus autour de 8-9 tonnes par année, alors qu'aux États-Unis, ils vont parfois rejoindre, selon les États puis les centrales au charbon, des fois 27 tonnes par année, par personne. Donc, ce qui nous amène, une fois qu'on a compris les concepts d'empreinte écologique et d'empreinte carbone, ça nous ramène vers l'écotourisme. Qu'est-ce que c'est que l'écotourisme? Ben, comme René l'a illustré plus tôt, c'est vraiment, dans le fond, de faire des choix dans ces voyages, des choix qui sont plus durables, plus responsables, pour en fait avoir une empreinte le plus minime possible qui ressort de notre voyage. Donc, c'est vraiment un mécanisme pour réduire l'empreinte de son voyage. Ce qui est excellent. C'est la première mesure qu'il faut tout le temps mettre en place, c'est d'essayer de minimiser plutôt que de tout le temps vouloir compenser. Mais je me dis, je pollue parce que je suis capable de compenser. C'est un concept qui n'a pas nécessairement d'avenir si la réduction ou l'écotourisme n'est pas là à la base. Donc, c'est ce qui nous amène à la synergie entre la compensation et la réduction. Le fait d'être conscient de ses choix
de faire des choix plus responsables en voyage et après ça, d'aller compenser ce qu'on n'est pas capable parce que malheureusement, il n'existe pas encore d'avions électriques ou de bateaux de croisière encore là. Donc, c'est là qu'on peut vraiment voir la valeur ajoutée, si on veut, de la compensation. Ça nous permet également d'avoir un meilleur équilibre environnemental. C'est ce qu'on cherche à avoir, le plus d'effets neutres, quand on parlait de carboneutralité plus tôt. C'est ça. C'est vraiment d'avoir un équilibre entre notre empreinte et ce qu'on va redonner à l'environnement au positif. Puis, c'est ce qui va aussi assurer l'avenir durable de l'industrie du voyage. Donc, quand je parle d'équilibre environnemental, ça s'illustre facilement comme ça. Nos voyages ont un impact qui est mesuré en tonnes et on va aller faire l'effet positif inverse avec des crédits de carbone. Donc, quand on pollue pour une tonne, on achète un crédit de carbone et on fait planter des arbres par NatureLab et on arrive à un effet assez neutre. Maintenant, si je dresse un portrait des voyages par les Québécois, l'année de référence que j'ai prise, c'est 2019. Pourquoi? Parce que c'est pré-pandémie. La dernière année où on pouvait vraiment voir l'industrie du voyage à son apogée, avoir un portrait réaliste de où on s'en va une fois qu'on va avoir passé tout ça. Donc, on comptait plus de 300 000 Québécois qui ont fait un aller-retour entre le Québec et l'Europe. Ça, c'est à une moyenne de 2 tonnes par aller-retour par personne. Je vous laisse calculer, mais c'est immense l'empreinte seulement quand on pense que c'est les transports aériens entre le Québec et l'Europe dans une année. Et ça, c'est seulement une petite partie de l'empreinte totale qui est environ de 8 millions de tonnes par année pour les Québécois juste dans l'industrie du voyage. Puis oui, les Québécois, on est polluants, mais ça n'empêche pas non plus qu'on ait une destination touristique nous-mêmes qui accueille près de 9 millions de touristes étrangers avec leur empreinte carbone directement chez nous. Donc, tous ces chiffres-là, ce n'est pas pour faire peur, mais vraiment pour faire une prise de conscience face à l'impact que tout ça a au quotidien, des choses qu'on ne se rend pas nécessairement compte tant qu'on ne le met pas en chiffres puis qu'on se met à l'analyser. Mais c'est ça. Donc, le processus de compensation, assez simple, ça se passe en 3 étapes. Donc, première étape, on planifie notre voyage. Par exemple, on est une famille de 3 et on veut prendre l'avion jusqu'à Miami pour faire une croisière dans les Bahamas. C'est tout ce qu'on a besoin comme données, sensiblement, pour passer à l'étape de calcul, de rentrer les chiffres qu'on veut pouvoir compenser et que ça nous donne notre empreinte carbone avec l'outil du calculateur. Ensuite, une fois qu'on a le résultat, le tonnage complet, là, c'est là qu'on peut prendre action puis vraiment agir en conséquence pour la bonne quantité de ce que notre voyage a comme impact sur l'environnement. Donc ça nous amène déjà vers les mécanismes de solution pour compenser son voyage. Donc, notre outil vedette, qui est le calculateur d'empreinte carbone, comme je disais plus tôt, ça a été développé avec Voyage Synergia et ça se retrouve directement sur leur site web dans un onglet que je vais montrer plus tard. C'est un outil qui est très facile à utiliser, qui sert de données simples et faciles à obtenir. Donc, il n'y a pas de gros calculs à faire ou de recherche non plus. C'est simplement les types de véhicules, les distances, le nombre de passagers. On arrive à vraiment faire une estimation assez précise de l'impact de notre voyage sur l'environnement. Donc, comme je disais plus tôt, je vais faire des démonstrations vers la fin de la présentation. Ce qui est important de définir, je pense, dans la présentation d'aujourd'hui, c'est le concept de crédit de carbone. Quelque chose qu'on entend parler de plus en plus, autant dans les médias, les entreprises qui se penchent là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'un crédit de carbone? Pourtant, c'est simple. C'est exactement comme son nom l'indique. Autant qu'il y a des activités polluantes qui vont avoir un effet négatif sur l'environnement, il y a des activités positives qui sont entreprises à l'échelle internationale pour vraiment aller donner un effet positif. Donc, on peut penser à des activités de reforestation, de la conservation d'espaces forestiers, une meilleure gestion de ces déchets. Il y a des projets de transition énergétique vers des sources d'énergie renouvelables. Donc, tout ça, c'est des projets qui vont vraiment soit capter du carbone ou éviter des tonnes supplémentaires de carbone. Donc, en faisant accréditer ces projets-là, on se fait littéralement créditer des tonnes de carbone qui ont été évitées ou capturées, séquestrées, et qu'on peut ensuite revendre aux pollueurs pour qu'ils puissent avoir vraiment un effet neutre. Donc, c'est de faire du positif à droite pour que le négatif à gauche puisse arriver à un effet neutre. Les projets de crédit de carbone qui sont supportés par NatureLab, donc on a un portfolio de projets à l'international qui s'appuient tous sur les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, ça en parlait un peu dans la vidéo. Les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est une série de 17 objectifs chiffrés qui ont été mis en place par l'ONU et qui visent à développer différents aspects sociaux et environnementaux pour vraiment arriver à avoir une cohabitation humanitaire plus durable.
Donc, les projets, quand ils sont mis sur pied, on essaie tout le temps de les arrimer. Quand je dis nous, je parle plutôt des développeurs de projets. Essaie tout le temps de les arrimer à des objectifs de développement durable. Et plus un projet rejoint des sphères différentes de ces 17 objectifs-là, alors plus la valeur du projet est bonne, autant au niveau environnemental qu'au niveau social. Donc, les projets de crédit carbone sont vérifiés par des tierces parties qui sont complètement indépendantes et qui se basent sur les standards les plus exigeants du monde. Donc, chez NatureLab, nous, on sélectionne seulement des projets qui viennent des standards, donc Gold Standard ici, Verra ou VCS, et les CDM qui sont les standards de l'ONU. C'est sûr que quand on sélectionne des projets, il y a trois axes, si on veut, qu'on regarde. Donc, ça va de soi l'action pour le climat. Chez NatureLab, on veut tout le temps maximiser les fortes retombées sociales. Donc, on choisit des projets de plus haute valeur pour justement avoir un impact le plus positif possible. Puis, on essaie aussi tout le temps d'avoir dans le portfolio de projets une diversité de régions et de types de projets. Donc, autant des projets hydroélectriques, éoliens, gestion des déchets, que des activités de conservation et de reforestation. Donc, si on retourne au Pérou, justement, NatureLab supporte un projet au Pérou, dans la région de Madre de Dios. Donc, un projet qui a été développé par BAM, ou Bosque Amazonicos au long. C'est un projet d'agroforesterie, conservation et reforestation. Donc, qui se concentre principalement sur la conservation d'espaces forestiers et la reforestation d'espaces qui ont été malheureusement touchés par les coupes à blanc ou par les activités minières, comme René le soulignait tantôt. D'ailleurs, c'est dans la même région et je suis pas mal certain que c'est une des entreprises privées là, qui est en collaboration avec ce que présentait René plus tôt. Donc, c'est immense les territoires qui protègent et qui reboisent. Et ils ont intégré, quand je dis agroforesterie, vraiment un mécanisme de développement durable. Ça souligne vraiment exactement comme on parlait tantôt. Comment on fait pour faire des mécanismes économiques qui vont favoriser la pérennité de la forêt ou de l'environnement. Donc, dans ce cas-ci, c'est la culture durable de la noix brésilienne. Et je m'explique. Cette région-là a vraiment été touchée historiquement par les propriétaires terriens qui n'avaient pas de ressources nécessairement pour générer du revenu avec leurs terres. Alors, ce qui était très attrayant, c'était de concéder parfois des droits ou parfois ils ont été victimes illégalement de coupes à blanc. Puis, ils étaient laissés avec des terres dégradées, sans succession naturelle. Et une fois qu'ils ont été payés pour ça, après ça, il n'y avait plus rien à faire. Donc, BAM, ou Bosque Amazonicos, ce qu'ils ont visé à faire, c'est vraiment d'intégrer aussi, en plus de faire la conservation et la reforestation, l'agroforesterie de la noix brésilienne, ce qui permet aux communautés locales dans cette région-là de vraiment générer du revenu du fait d'avoir une forêt en santé. Donc, je trouve ça complètement génial. Puis, si on chiffre un peu l'action du carbone pour ce projet-là, on considère que c'est plus de 2 millions de tonnes de carbone par année qui est séquestré ou évité. Donc, à mon avis, un des plus beaux projets actifs dans le monde en ce moment au niveau de la conservation et de la reforestation. D'ailleurs, on parlait aussi de mécanismes de développement économique là, dans ces régions-là. C'est un des projets où ils font de l'écotourisme, où c'est possible de visiter les aires de conservation, faire l'observation de la biodiversité, de s'impliquer même dans certaines sphères du projet. Pour en revenir un peu à comment tout cela fonctionne, c'est bien beau acheter des crédits de carbone, de supporter des projets, mais concrètement, qu'est-ce que je reçois quand je compense avec NatureLab et Voyage Synergia? Eh bien, il faut se le dire, les certificats ou les crédits de carbone, c'est quelque chose d'intangible. Hein? C'est un numéro unique qui est généré, un numéro unique, dans le fond, qui ne peut pas être dupliqué. Puis, quand vous faites une compensation, vous recevez automatiquement par courriel un certificat comme celui-ci. Là, dans ce cas-là, c'est un modèle que j'ai fait avec mon nom, qui vous indique ici le nombre de tonnes en CO2 équivalent que vous avez compensé, le nombre d'arbres qui va être planté au Québec pour votre compensation en plus, la raison de votre compensation. Et ici, dans le coin, on voit le numéro unique qui va ressortir et qui va être retrouvable dans notre registre sur le site Web. Donc, toutes les transactions sont uniques, vérifiées. Il n'y a jamais un numéro de crédit qui va être dupliqué. C'est comme ça que vous pouvez vraiment vous assurer de la transparence des opérations. Quand je vous parlais aussi plutôt du modèle de compensation unique de NatureLab, qui est à mon avis celui qui permet le plus d'impact positif au niveau de l'environnement, là, c'en est l'exemple, c'est le temps de l'expliquer.
Quand on compense, normalement, on parle de crédit de carbone. C'est ça la base de la compensation, 1 tonne pour 1 tonne. Mais dans le modèle de NatureLab, chaque tonne qu'on veut compenser, c'est 28 $, mais ça comprend beaucoup plus. Dans le sens qu'il y a le crédit de carbone qui est certifié avec un de nos standards reconnus. Et après ça, on fait aussi les programmes de foresterie au Québec. Donc, les 4 arbres qui sont plantés, entretenus et comptabilisés pendant une période de 5 ans. Et ça, c'est vraiment là qu'on se démarque. Il faut aussi dire qu'il y a une partie des revenus qui vont pour refinancer des nouveaux projets pour le crédit de carbone, hein, parce que le fait que NatureLab encourage et achète des lots de crédit de carbone auprès des développeurs, c'est ce qui leur permet de continuer leur activité ou de développer de nouveaux projets. Donc, c'est vraiment une roue vertueuse, si on veut, qu'on essaie d'entretenir avec ces mécanismes-là. Puis, 2 % des revenus qui vont à des organismes à but non lucratif pour l'environnement, donc qui ont la même vision ou mission que nous. Et par exemple, dans le cas pour 2021, on a fait des dons à Eden Reforestation Project, donc pour la plantation des mangroves au Madagascar. Si je veux me pencher un peu plus sur la foresterie au Québec, parce que c'est vraiment là, comme je disais, que NatureLab se démarque, c'est comme je disais, à chaque tonne compensée, on plante 4 arbres au Québec. Donc, ces arbres-là qui sont entretenus et comptabilisés pour 5 ans. Pourquoi 5 ans? Parce que c'est vraiment la période de croissance critique. Il faut se dire, les arbres plantés ont déjà de 2 à 3 ans. Donc, quand on arrête de les entretenir, 7 à 8 ans, c'est amplement suffisant pour qu'ils puissent poursuivre leur croissance par eux-mêmes. Au final, ça reste la nature. Donc, ces arbres-là, ensemble, sur toute leur période de croissance, on considère qu'ils vont capturer environ 1 tonne supplémentaire de CO2. Donc, en réalité, quand vous compensez avec NatureLab, vous avez votre tonne immédiatement qui est compensée avec votre crédit carbone certifié. Puis en plus, vous pouvez vous dire que pendant les 50 prochaines années, 4 arbres vont capter environ 1 tonne supplémentaire. Donc, il y a vraiment un double effet, en plus des redevances qu'on donne aux organismes à but non lucratif puis au refinancement de projets qu'on fait. Donc, c'est vraiment un beau modèle, à mon avis. Si on chiffre un peu ce qu'on a fait au niveau de la foresterie, on est déjà à plus d'un demi-million d'arbres plantés sur 70 sites de plantation. Puis ça, c'est grâce à notre réseau de partenaires qui est plusieurs villes, des entreprises privées, des organismes parapublics aussi. Puis c'est possible pour vous d'aller explorer ça sur notre carte de plantation qui est disponible sur le site web de NatureLab. Donc, d'aller voir tous nos projets de plantation à l'échelle du Québec, voir quelles sortes d'arbres sont plantés, quand sont les dates d'entretien, voir des photos également. Donc, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à le faire. Il y a une raison aussi pourquoi on choisit de planter des arbres qui est beaucoup plus loin que le carbone. Donc, les arbres ont vraiment des effets bénéfiques à plusieurs niveaux. Ils permettent de régénérer des espaces naturels dégradés en milieu urbain et semi-urbain. Donc, souvent, quand on travaille avec les villes, c'est sûr qu'ils ne donneront pas les plus beaux terrains nécessairement pour faire ça. Donc, il y a des défis. Parfois, les terrains sont contaminés, très rocheux, ou ils sont envahis par des plantes envahissantes comme le roseau commun, justement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment régénérer ces espaces-là naturels en recréant la forêt et en protégeant la biodiversité, autant de la faune que de la flore. Les arbres, c'est aussi des mécanismes pour filtrer l'air, l'eau et nos sols. Donc, quand je parlais de décontamination, à un certain degré, les arbres participent vraiment à redonner de la pureté autant à l'air, à l'eau qu'au sol. Quand on les plante dans les régions des urbaines, donc ça réduit aussi les phénomènes d'îlots de chaleur. Et on a observé aussi beaucoup de, quand je dis on, les statistiques montrent qu'il y a des co-bénéfices sur la population au niveau psychologique d'avoir les arbres en milieu urbain. On peut penser notamment au projet d'implantation de Central Park à New York, c'est pour permettre d'avoir des espaces verts au milieu des grandes villes. Donc, c'est exactement ça. C'est des effets psychologiques qui ont été observés. Si on s'attarde un peu aux photos pour vous montrer qu'est-ce qui se passe au niveau de la foresterie. Donc, la première photo en haut, c'est un projet de plantation à Blainville qui a plus de 10 ans, où les arbres ont déjà plus que 12 pieds de haut. Donc, il y a très, très bon succès. Et en bas, on peut voir un projet plus jeune à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on a planté sur les terres du ministère des Transports avec des biodisques en plastique recyclé qui permettent à la fois de favoriser la croissance des arbres et de limiter la compétition herbacée, donc qui empêche les arbres de croître assez. Donc, c'est le genre de stratégie de projet qu'on entreprend ici au Québec pour avoir à la fois un impact à l'international avec nos crédits de carbone, mais de voir aussi la différence chez nous à différents degrés. Donc, je suis rendu aux démonstrations du calculateur, l'outil qui va vous être utile autant que vous soyez voyageur que agent de voyage. Vous allez pouvoir... Je déplace ça. OK. Donc, quand on arrive sur le site de Voyage Aquaterra,
ici, dans le coin en haut à droite, il y a un bouton qui a été ajouté. Donc, compenser votre empreinte écologique. Directement à l'accueil, même que je pense qu'il est visible pas mal tout le temps sur le site. On clique dessus et ça nous ouvre ici le calculateur. Donc, comme je vous montrais tantôt, en plusieurs onglets, ce qui nous permet de vraiment calculer différents aspects. Si on prend encore les exemples avec le Pérou, donc par exemple, on veut aller à 2, faire un aller-retour entre Montréal et Lima, mais on a une escale à Toronto. Donc, c'est simple. On écrit ici la ville de départ. On choisirait Pierre-Éliott Trudeau. Notre escale à Toronto. Pour finir le trajet à l'international Chavez ici. Donc, ça nous calcule automatiquement l'empreinte de ce vol-là aller-retour pour 2 passagers. Et donc, on est à presque 5 tonnes de carbone pour un aller-retour entre Montréal et Lima avec une escale à Toronto. Maintenant, si on était, par exemple, à Lima et qu'on décidait de ne pas prendre l'autobus finalement, ni le vélo, mais de se louer un VUS pour partir de Lima et aller à Cusco pour monter le Machu Picchu, par exemple. Donc, ce qu'on ferait, un voyage unique, type de carburant essence, type de voiture, comme j'ai dit, on n'est pas trop écologique. Mettons qu'on veut un VUS et on fait un aller seulement. Là, je vous dis d'avant, j'ai déjà calculé le kilométrage. On est à 1100 km qui séparent les deux villes, entre Lima et Cusco. Donc, simplement rentrer le kilométrage. C'est le plus simple aussi. Là, sur Google Maps, ça se calcule très bien. Et là, on arrive automatiquement avec les résultats. Donc, 0,3 tonnes de CO2 pour 1100 km en VUS. Et quand on regarde la barre sur le côté ici, qui est comme la barre résumée, ben on voit le total qui nous chargerait pour le 0,3 tonnes et combien d'arbres seraient plantés en notre nom au Québec. Ce qui est génial aussi avec cet outil-là, c'est que vous n'avez pas à faire plusieurs calculs pour différentes composantes de votre voyage ou différentes transactions. Dans le fond, c'est un calculateur qui est cumulatif. Donc, si je voulais calculer à la fois mon voyage en avion aller-retour et ma location de voiture, j'avais simplement à laisser mon trajet en avion et ça va automatiquement se calculer en cumulatif. Donc, on voit le 4,9 et le 0,29 pour un total de 5,19 tonnes de CO2 à compenser et 21 arbres qui vont être plantés en notre nom. Donc, on passe simplement à l'étape suivante. On remplit les informations, on paye et on reçoit son certificat automatiquement par courriel. Donc, ça, c'est pour les démonstrations du calculateur. Et c'est ce qui termine ma partie de la présentation. Donc, avant la période de questions, je vais laisser, je pense que Luc voulait faire quelques mentions au niveau de l'industrie du voyage, plus dans l'avenir, les tendances 2022-2023. Oui. Mais Simon, ta présentation était assez complète. Je n'ai pas intervenu souvent. Donc, c'est une très belle présentation. Simplement pour ceux qui ont assisté à la présentation de la chaire de touristes Transat, ils ont sorti quelques statistiques pour 2022 face à une enquête qu'ils ont faite au mois de décembre. Donc, ça confirme un peu ce que René disait et Simon, c'est que 60% des voyageurs québécois souhaitent voyager de façon plus durable, donc au cours de la prochaine année et dans le futur. Et 50% affirment que à un service égal, ils vont préférer une entreprise ou une agence ou des agents qui ont une sensibilité au niveau du développement durable. Donc, c'est bon d'afficher cette sensibilité-là dans vos communications. Puis même 50% aussi des Québécois veulent aussi changer leur habitude de voyage face à cette réalité-là qui est le réchauffement climatique. Donc, la seule chose qui leur manque, c'est que 41% des ceux qui ont été interviewés trouvent qu'il n'y a pas assez d'offres de compensation et on n'a pas assez d'informations à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on va essayer de développer avec Voyage Synergia, Simon et moi, dans les prochaines semaines pour tenir plus informés à ce niveau-là. Donc, si on regarde ça de plus près, c'est que la tendance est vraiment vers les voyages durables et responsables de tous les gens, si possible, pour aider à améliorer la situation de notre planète. Donc, je pense que c'est juste ça. Je voulais simplement faire un côté petit positif suite à la COVID pour les prochaines
semaines et mois en espérant que tout reprenne normalement. Donc, c'est un peu ça, simplement, mon intervention. Merci beaucoup, Luc et Simon. Amandine, est-ce qu'on a des questions? Alors, pas pour le moment, mais ça va arriver, je pense. Donc, n'hésitez pas, profitez-en pour poser vos questions. On a un super beau retour de Nathalie qui nous dit un gros merci à vous. Waouh, encore de belles découvertes. Toujours très intéressant vos conférences. Bonne fin de soirée à vous tous. Donc, merci beaucoup, Nathalie. C'est très apprécié. Merci pour le commentaire. J'ai envie de dire que quand on parle d'écotourisme, quand on parle de tourisme durable, on peut, c'est un travail individuel qui doit être fait et que l'on aille dans de belles destinations comme le Pérou ou encore dans un tout inclus. Je pense que chacun peut faire sa part, hein. Les pailles jetables en plastique, les verres jetables en plastique, on peut trouver des solutions hôtelières qui offrent justement des solutions plus environnementales, ne serait-ce que chacun, si on amenait notre paille en métal nettoyable ou on en trouve aussi maintenant en bambou, etc. Donc, il y a plein de choses, les ustensiles qu'on peut prendre dans notre vol d'avion, donc au lieu d'avoir des ustensiles en plastique qu'on va par la suite jeter aux poubelles, ben, on peut avoir nos propres ustensiles réutilisables. Fait que ça peut être d'autres options à penser. Je pense qu'il y a plein de petits gestes qu'on peut poser dans notre quotidien et aussi en voyage. Est-ce qu'on a d'autres questions, Amandine? Non, pas d'autres questions. J'ai toujours plein de bons retours pour vous. Myriam qui nous dit bravo à tous, vraiment très intéressant. Christiane qui dit merci beaucoup. Donc, peu de questions, mais beaucoup de bons retours. Donc, merci à tout le monde pour vos commentaires. Puis, je sais que, comme tu disais, Dominique, il y a beaucoup de chaînes hôtelières aussi qui font aussi leur part aussi. Je sais que j'ai eu la chance, par exemple, d'aller dans un hôtel qui avait supprimé toute trace de plastique, donc qui avait mis en place beaucoup d'actions comme ça pour vraiment s'inscrire dans une démarche de développement durable et de préservation, donc suppression du plastique, réutilisation des matériaux, réutilisation du mobilier, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'hôtels qui mettent beaucoup de choses en place pour justement coller à cette démarche-là. Donc, effectivement, c'est possible de voyager en faisant attention. Donc, merci tout le monde encore. Ben, j'ai pas d'autres questions pour vous, donc je pense que ça conclut notre présentation. Je voudrais juste ajouter, Amandine, donc pour ceux qui souhaitent compenser leur voyage, donc l'outil compensateur, en fait, qui compense votre empreinte carbone est disponible sur le site Voyage Aquaterra. C'est assez facile à trouver. Sur la page d'accueil, vous allez dans le menu accueil et il y a compensation CO2 et vous allez trouver directement. Donc, allez faire l'exercice de votre prochain voyage et vous allez voir, c'est pas si pire que ça, compenser pour nos excès moins écologique, donc le transport par avion, qui est un mal nécessaire encore aujourd'hui, la téléportation n'existant pas encore. Donc, allez faire un exercice, allez voir, et là on parle de voyage, mais il y a d'autres, vos transports en automobile, etc., que vous pourriez compenser. Donc, allez faire un tour sur le site de Voyage Aquaterra. Merci beaucoup, René. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter suite à la présentation de NatureLab? Ben, je trouve ça bien parce que je pense qu'on s'entraide tous d'une certaine façon. Donc, je pense que ce soir, nos présentations se combinaient bien. Oui, effectivement, pour le développement du voyage durable, c'est autant à destination que le trajet qu'on va faire. Donc, il faut que les deux soient combinés. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, merci René d'avoir proposé ce beau sujet qui a permis d'amener à la table Luc et Simon. Merci à vous deux, Luc et Simon, pour la présentation de ce soir également. Mais on va sûrement se revoir éventuellement. Oui. Ben, Amandine, je te laisse terminer. Ben oui, ben moi aussi, je vais remercier tout le monde. Merci René, merci Simon, merci Luc d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui ont été présents. Donc, merci encore. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouvera pour la prochaine soirée Webi Voyage, donc qui se déroule tous les lundis de 19h à 20h. Donc, on se retrouve lundi prochain pour la prochaine soirée. Merci tout le monde.
Merci, bonsoir à tous. Au revoir. Bye bye. Au revoir.